Donc, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, la dernière fois, on s'était vu, on était rentré par le prisme de la démocratie en santé, et notamment aussi du contexte de ce fait-là, de la crise sanitaire, qui nous permettait un petit peu, comme dans toute crise, de révéler des choses qui étaient plus implicites, et qui sont toujours présentes au quotidien, mais qui sont plus subtilement cachées ou qu'on ne voit pas s'exprimer. Et que de ce fait-là, notamment la participation des représentants d'usagers, des associations de patients, la manière dont qu'est-ce qui subordonnait notre prise de décision, ont été des choses qu'on a pu davantage observer pendant la crise. Et c'est de là qu'on est parti pour mettre en lumière quels sont encore aujourd'hui les défis de la démocratie en santé. Et on en avait profité pour un peu beaucoup même, discuter sur les différentes figures de la démocratie en santé en introduisant, donc pour ceux qui n'étaient pas là, au-delà de la représentation des usagers qu'on connaît et avec laquelle on est la plupart d'entre nous familiers, la dimension participation des usagers qui est plus émergente, moins structurée, moins formalisée, et notamment ce qu'on appelle les patients partenaires, avec toute la déclinaison, les patients experts, les patients ressources, les patients formateurs, les patients chercheurs, etc., les pairs aidants. Et de ce fait-là, aujourd'hui, on va se concentrer plus sur la partie expérience patient qui vous concerne des fois plus directement parce qu'elle fait partie d'une mission vraiment formelle et formalisée dans les organisations de la santé de manière générale. Et le contexte de la Haute Autorité de Santé avec la nouvelle certification en fait un sujet d'autant plus central. Donc, je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vous rappelle ma perspective pour ceux qui n'étaient donc pas présents la dernière fois. Je m'intéresse à ces questions-là et j'accompagne des professionnels de santé à travailler avec les patients et les aidants depuis plus d'une douzaine d'années, dont la majorité du temps au Canada, en particulier à Montréal. Je suis revenu en France depuis 2 ans et aujourd'hui, je partage mon temps essentiellement entre les hospices civils de Lyon où je suis à mi-temps à la direction de qualité, relations avec les usagers et santé populationnelle, où je vous expliquerai un petit peu ce qu'on fait dans ce dispositif-là, où je suis en binôme avec une patiente coordinatrice de l'expérience patient. Et en Bretagne, où je suis la moitié de la semaine dans une structure régionale d'appui financée par l'ARS Bretagne, et où on accompagne tous les professionnels de santé du territoire, que ce soit les gens dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, les dispositifs d'appui à la coordination, les CH, les CHU, les IFSI, les facultés de médecine, etc. On les accompagne à travailler avec les patients. Ce qui est peut-être important, attendez, je vais vous partager mon diapositive, donc, hop, partager screen, voilà. Adrien, est-ce que tu peux juste me confirmer que tu vois bien le diapositive? C'est parfait de mon côté en tout cas. Nickel, je monte juste là le visage, nickel. Donc on va se questionner, alors j'ai rajouté, pour ceux avec qui certains d'entre vous ont travaillé ensemble sur un de leurs projets de session du MBA qui est justement sur l'expérience patient et ils savent à quel point je suis revenu à plusieurs reprises sur le fameux recueillir et intégrer de ce titre-là. La plupart du temps, enfin aujourd'hui en France, on recueille beaucoup l'expérience patient. C'est pas un nouveau sujet, hein, l'expérience patient, on la recueille depuis longtemps. L'enjeu, c'est souvent qu'est-ce qu'on recueille et surtout, de manière plus importante, qu'est-ce qu'on en fait concrètement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de tout ce qu'on recueille par ISATIS, par exemple? À quel point c'est à l'origine d'actions amélioratives dans le système de santé? Donc, on reviendra vraiment à la fois sur le pourquoi et le comment. La dernière fois, on a déjà beaucoup discuté du pourquoi, donc aujourd'hui, on va plus être sur le comment. Et je vous ai mentionné mes prismes. Donc, premièrement, à quoi on fait référence? Parce que ce terme-là, le terme d'expérience patient, on l'entend assez régulièrement dans le système de santé, mais je ne suis pas convaincu, au-delà de ne pas être convaincu, en fait, quand je pose la question, on ne réfère pas tous à la même chose. Il y en a plusieurs conceptions. La première chose que je voudrais peut-être qu'on distingue, c'est qu'on entend aussi parler de partenariat avec les patients. Alors, pour placer ces deux sujets-là, justement, pas sur le même plan, la plupart du temps, la question du partenariat avec les patients, c'est une question du degré d'engagement des patients pour recueillir et intégrer l'expérience patient. Je vais le dire autrement, la plupart du temps, de tout ce qu'on va discuter ce soir, on va toujours dire comment on part de l'expérience des patients, des usagers au sens général, pour prendre de meilleures décisions dans notre système de santé et pour améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins. Mais sauf qu'il y a une variable là-dedans qui est celle de quel est le degré d'engagement des usagers pour avoir un recueil d'expérience patient qui va améliorer de manière optimale ce qu'on essaye de faire, qui va avoir la plus grande valeur ajoutée. Et donc, cette question du degré d'engagement des usagers dans le recueil et l'intégration d'expérience patient, c'est là que vient la question du partenariat avec les patients qui dit le meilleur moyen,
le moyen pour générer le plus de valeur ajoutée en travaillant avec l'expérience patient, c'est de travailler avec un haut degré d'engagement des usagers, qui est celui du partenariat. C'est-à-dire co-leadership, co-responsabilité, co-construction. Donc ça, c'est un parti pris méthodologique et c'est une question méthodologique. Ce n'est pas des plans différents, ça ne parle pas de réalités différentes. La définition qui est assez connue en France, qu'on voit beaucoup circuler, c'est celle de l'Institut français de l'expérience patient, qui définit donc l'expérience patient par un ensemble d'interactions et des situations vécues par une personne ou son entourage au cours de son parcours de santé. Et on reconnaît dans cette définition, c'est là que c'est intéressant, que ces interactions, au-delà de celles qu'on décrit et qui se sont passées le jour J, elles sont façonnées à la fois par l'organisation, de la manière dont on a fait le parcours, la manière dont sont coordonnés les soins, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, comment l'information a circulé, mais aussi par l'histoire de vie de la personne concernée. Et c'est très important parce que c'est ça qui va interroger aujourd'hui ou introduire la dimension des PREMS et des PROMS qu'on va revenir ensemble, c'est de dire comment on fait en sorte, quand quelqu'un nous ramène une expérience, de ne pas prendre l'expérience comme étant forcément directement causée par ce qui s'est passé objectivement pendant ce parcours-là, mais qu'il y a plein d'autres choses qui sont rentrées en interaction. Si la personne était plus angoissée en amont, ça va changer l'expérience qu'elle a, même si objectivement, il ne s'est pas passé la manière dont elle l'a vécu. Donc vous pouvez avoir un même processus, une même trajectoire, organisée de la même manière et deux personnes avec des histoires de vie, des appréhensions, des préoccupations distinctes, ça ne va pas générer la même expérience. Donc comment on fait en tant que professionnel pour travailler avec cette expérience s'il y a cette grille subjective qui intervient à l'intérieur de ça? Je vous donne un exemple aujourd'hui, juste de ces préoccupations. C'était une personne âgée qui n'était pas venue au rendez-vous qu'il y avait au CHU de Rennes pour une rencontre pour son diabète en fait. Mais elle avait peur, elle avait intégré le fait qu'à son âge, elle est en perte d'autonomie. Le fait de venir au CHU, c'était courir la possibilité qu'on se rende compte qu'elle perdait de son autonomie et qu'on allait la mettre sous tutelle, ça sa représentation, et qu'elle allait peut-être pas pouvoir repartir du CHU, même si c'était pour une visite qui n'avait rien à voir avec l'évaluation de son autonomie, mais c'est-à-dire si je viens aujourd'hui, ça se trouve, on va m'empêcher de revenir chez moi et je ne pourrai plus m'occuper de mon chien et je ne pourrai plus reprendre la voiture la prochaine fois. Donc vous imaginez bien qu'une personne qui arrive avec ses appréhensions, ses préoccupations, ses représentations, peu importe ce qui va se passer objectivement devant elle, ça va forcément influencer de manière significative son expérience ce jour-là. Le deuxième élément que je rajoute, donc ça c'est la définition officielle traduite du Beryl Institute, qui est l'espèce d'institut fondateur, enfin en tout cas qui a nommé, formalisé beaucoup les questions d'expérience patient aux États-Unis, qui s'appelle donc le Beryl Institute. L'Institut français de l'expérience patient a traduit et un petit peu ajusté cette définition pour que ça soit logique dans un état d'esprit français dans notre réalité à nous. Et je vous rajoute un complément qui est de dire l'expérience, au-delà de regarder que ce qui s'est passé avant, ça va influencer, ce qui va se passer dans l'établissement, ce qui va se passer dans l'organisation, va aussi influencer la suite. Si, au moment où la personne vient en interaction dans l'hôpital, on la maintient et on valorise une posture passive du soin, c'est-à-dire qu'on la maintient dans une logique de prise en charge tout au long, la prochaine fois, de la même manière, ça augmente la probabilité qu'elle revienne et qu'elle se positionne d'elle-même dans une logique de prise en charge et non pas nécessairement d'encapacitation, d'empowerment, de développement de ses capacités d'auto-soin ou de son pouvoir d'agir sur sa santé. Donc au-delà même de ce avec quoi on vient, l'expérience qu'on va avoir des soins et des services de santé va aussi chez la personne changer son imaginaire et ancrer certaines idées et représentations qui vont influencer la manière dont on va interagir la prochaine fois avec elle. D'où l'importance de l'éducation thérapeutique, d'où l'importance d'une posture plus active, enfin d'essayer de sensibiliser, de développer chez la personne et de favoriser l'émergence de ce comportement chez la personne, de quelque chose de plus actif. Parce que si on est dans une logique d'un pays dans lequel il y a une chronicisation des maladies, où le nombre de soins et services de santé vont augmenter en termes de nombre quantitatif, vieillissement de la population, vu le nombre de personnes qu'on a dans le système de santé et les ressources qu'on y met, si on reste dans une logique de prise en charge, on ne s'en sort pas. On a besoin de travailler de manière coopérative avec les personnes concernées et les autres acteurs de la société pour être capable de faire face à l'ampleur des besoins en tant que tels. Donc, le développement d'une expérience source d'encapacitation, c'est-à-dire l'expérience patient que vive la personne, va l'aider à se mettre dans une posture active par rapport aux soins, on va le reconnaître qu'elle est déjà dans une posture active, ça va nous aider globalement à l'échelle sociétale. On connaît la logique de la satisfaction. Ça fait des années et des années qu'on fait des questionnaires de satisfaction ou qu'on interroge la satisfaction des personnes. Mais ce qui évalue fondamentalement la satisfaction, c'est un écart, c'est un delta entre ce que la personne elle attendait en venant là et ce qu'elle a vécu.
Et de ce fait-là, il n'y a pas forcément aussi d'ailleurs de consensus sur cette définition-là, et ça va nous donner un résultat qui est le résultat, un indicateur de résultat du soin. Et ce qu'on va voir, donc d'un espèce d'outcomes final. Si on voit ce que font aujourd'hui les PREMS et les PROMS, ou en tout cas la question de l'expérience patient, on va s'interroger, on va essayer d'objectiver ce qui s'est passé. Donc on va poser les questions, je vais vous donner des exemples de manière à non pas être sur le delta, en tout cas réduire ce delta, on n'arrive jamais à l'enlever entièrement, mais à le réduire le plus possible. Donc en se concentrant sur des aspects factuels et pas comment vous vous êtes senti à ce moment-là. Et des indicateurs qui sont de ce fait-là davantage sur le processus de soins en tant que tel. Et on va voir pourquoi de ce fait-là les PROMS sont pertinents. Donc je vous donne un exemple de question de satisfaction. Êtes-vous satisfait des relations avec les médecins? Êtes-vous satisfait du délai d'attente avant de voir le médecin? Des questions qui vont donc mesurer cet écart-là entre ce que vous avez, vous pensez que le délai d'attente raisonnable c'est 2h30, vous avez intégré ça, vous savez qu'on attend aux urgences un samedi soir, versus vous n'avez pas de représentation là-dessus, vous pensez qu'en une demi-heure ça devrait être fait, et donc forcément il y a une déception quand, une colère ou autre quand vous attendez 5h30. Si on passe du côté des PREMS, donc un PREM c'est un Patient Reported Experience Measure. Donc par exemple si vous prenez, c'est la mesure de l'expérience patient, measures, de l'expérience, reportée par le patient, c'est-à-dire déclarée par lui-même. Si je vous pose la question différemment, qui serait combien de temps avez-vous attendu dans la salle d'attente avant de voir le médecin? Ben là, vous allez me dire 1h15, 2h30, 4h50. Vous allez me donner un chiffre. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas chercher la partie évaluative, la partie subjective derrière, mais au moins, j'ai un chiffre factuel qui me permet de comprendre pourquoi il y a une insatisfaction ou une satisfaction. Avez-vous vu l'anesthésiste avant votre intervention? Plutôt de se dire, bah, je n'ai pas été satisfait justement parce que je n'ai pas vu les personnes au bon moment. Oui, ben, quelles sont les personnes? Est-ce que vous l'avez vu avant, après, etc. Comment ça influence? Donc là, c'est une question très factuelle. Est-ce que je l'ai vu avant l'intervention ou pas? Est-il arrivé que les médecins parlent devant vous comme si vous n'étiez pas là? Plutôt dire, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a manqué de respect? Quand vous avez proposé des questions importantes à un médecin ou d'autres professionnels de santé, vous a-t-il répondu clairement? Vous voyez que là, on a encore du jugement, par contre. Là, on est encore sur l'évaluation où il y a un delta. C'est pour ça que je vous disais qu'on ne le réduit pas entièrement. Les modalités de réponse vont avec. Hein, vous voyez, entre satisfait, pas satisfait, mais donc qui est basé sur une expérience personnelle. De dire, par contre, la fréquence. Par exemple, on va poser une question et on vous dit, bah, ça n'est jamais arrivé, rarement, parfois, etc. Ce n'est pas parfait, parce qu'on pourrait plutôt les quantifier, etc. Mais vous voyez que la tendance, la volonté de faire la transition vers quelque chose qui sont plus centrés sur l'expérience patient du point de vue des PREMS et des PROMS, donc c'est l'équivalent des PREMS mais sur les résultats, puis la satisfaction. L'objectif, c'est de dire comment nous donner à nous en tant que professionnels des outils avec lesquels on ne peut plus directement travailler, plutôt qu'une évaluation globale, subjective, un peu l'émotion du moment, l'émotion du jour, qui des fois on la comprend, elle est légitime, mais nous aide pas forcément à identifier ce qu'on devrait changer. L'expérience patient, ça fait à la fois référence à des moments très concrets qu'on mesure régulièrement, comme les moments de suivi, d'examen, d'attente, etc. Mais aussi vont rentrer des choses qu'on peut voir comme les couleurs, des endroits qu'on trouve trop tristes, trop joyeux ou trop agressifs du point de vue des couleurs, les odeurs, les formes, les contrastes, et aussi les moments qui sont à la fois des moments de doute, d'inquiétude, de joie, et qui vont influencer ça. Donc on va essayer d'aller chercher ce que font aujourd'hui des designers dans les hôpitaux, comme au CHU de Bordeaux, aux Hospices civils de Lyon, des gens qui font de l'immersion terrain, vont voir comment certaines couleurs, certaines organisations de l'espace dans l'hôpital vont influencer la qualité de l'expérience patient, peu importe ce qui s'y passe objectivement. Ce n'est pas parce que vous avez un problème de professionnel, c'est un problème d'organisation ou de trajectoire de soins, mais juste ces enjeux-là peuvent fondamentalement changer l'expérience. Et ce que je vais vous montrer après, c'est qu'aujourd'hui, dans la littérature, on sait que l'expérience patient est directement reliée au résultat clinique. Un patient qui arrive et qui trouve l'expérience négative en amont, qui a une forme de préoccupation et d'insécurité qui est entretenue par ce qui se passe avant sa chirurgie, par exemple, on sait qu'arriver dans cet état-là à une chirurgie augmente la probabilité d'avoir des complications de la chirurgie, d'avoir des infections post-chirurgiques, le délai soit plus long, etc. Donc au-delà de la dimension, on souhaite que les personnes aient une expérience positive, on sait aussi qu'en de manière purement utilitariste et conséquentialiste, on a intérêt à ce que l'expérience soit positive. C'est un vecteur de performance au sens général des soins et des services de santé. Il y a plusieurs référentiels internationaux sur le sujet.
Je vous en donne un en particulier, je vous mets la référence associée, qui nous dit à quoi on peut porter notre attention en particulier quand on s'intéresse à l'expérience patient. Alors ça, il y en a plusieurs que vous connaissez, mais je le rappelle juste pour ceux qui sont moins familiers avec. L'important de centrer à quel point on a respecté les valeurs des personnes, leurs préférences et les besoins. Et vous voyez que le diable est dans le détail, parce que la plupart du temps, on a des fois des situations qu'on observe où la personne, le professionnel va être dans une approche qu'on appelle une approche centrée. Il va dire, globalement, ne fait pas, par exemple, reformuler les personnes. Donc, la personne parle, raconte, répond aux questions comme elle peut. Le professionnel interprète, analyse ce qui vient d'être dit. Et donc, il évalue les besoins de la personne. Il dit, c'est bon, on a évalué les besoins. Je peux dire qu'à travers ce qu'elle m'a dit, c'est ça. Alors qu'on voit rapidement, dans des techniques de communication assez simples, que quand on demande au professionnel de reformuler ce qu'il a compris, qui étaient les préférences et les besoins du patient, dans un nombre assez significatif de cas, quand il le reformule et qu'il le nomme au patient, le patient dit non, c'était pas exactement ça mes besoins, c'était pas exactement ça mes préférences. Donc, centrer le travail sur l'expérience patient, sur les préférences et les besoins, ça ne veut pas dire rester dans le mode approche centrée comme on l'entend. Ça demande justement une participation plus active des usagers, de manière à ce qu'on vérifie s'il y a un alignement réel entre l'identification ou l'interprétation des besoins des patients et la réalité de ces besoins-là. Vous savez, pour la plupart d'entre vous, parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui travaillent dans le milieu de la qualité, que la plupart des plaintes et réclamations dans les hôpitaux sont issues de problèmes de communication, la plupart du temps. Raison pour laquelle on parle pas c'est pas toujours une perte de temps de faire ce travail de reformulation, parce qu'après, ce qu'on a à faire en tant qu'établissement pour rattraper les enjeux de pratique entre un professionnel bien intentionné qui agit à partir de sa compréhension des besoins du patient, mais qui ne sont pas les besoins réels du patient, en termes de performance justement et de temps, on peut ne pas s'y retrouver. Il y a d'autres aspects, coordination, intégration des services, confort physique, implication des familles et des proches, continuité et transition des soins. Aujourd'hui, par exemple, de plus en plus, on commence à faire des patients traceurs inter-établissements. Passer, par exemple, d'un service de médecine interne, d'urgence, de gériatrie à l'EHPAD, par exemple, au SSR. Donc, on va essayer de faire en sorte que le patient traceur, il ne se fasse pas que intra-établissement sur un service où il s'est passé quelque chose, mais qu'on soit capable de faire des parcours traceurs inter-établissement. Donc, ce n'est pas le cas partout, mais de plus en plus, on voit que la plus grande valeur ajoutée en termes d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, elle se fait souvent à toutes les transitions, au moment où justement il y a l'articulation entre ces services-là, ou même la transition, par exemple, entre la pédiatrique, l'accompagnement de patients avec des maladies chroniques ou rares qui sont en pédiatrique, en milieu pour les enfants, à des milieux pour adultes. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on a des problèmes majeurs qui ont des impacts assez significatifs sur le système de santé et les personnes. Comme vous connaissez un peu le domaine, je suis passé toujours par des illustrations un peu plus méta avec des concepts plus génériques, mais pour s'assurer qu'on sait tous de quoi on parle, enfin qu'on s'entend tous à quoi ça correspond cette expérience patient, je vous en donne un extrait assez simple qui est dans un document que je vous encourage à lire qui s'appelle « S'engager pour améliorer l'expérience patient » et qui a été élaboré en collaboration entre France Asso Santé, donc le collectif des associations de patients et d'usagers en France, et l'Institut français de l'expérience patient. Ce document, il est intéressant parce qu'il est en 2-3 pages, même 2 pages, je pense, et c'est une espèce de synthèse de ce que c'est l'expérience patient pour les représentants des usagers dans vos établissements. Donc, et je vais être assez lucide là-dessus. En fait, juste ce qu'il y a dans ce document-là, au-delà de pour les représentants des usagers, je pense que 80% des professionnels de santé ne savent pas ce qu'il y a. Enfin, ça bénéficierait à 80% des professionnels de santé. C'est-à-dire c'est une synthèse à destination des représentants des usagers, mais tout à fait adaptée, pertinente et suffisamment complexe et dense pour des professionnels de santé. Donc, n'hésitez pas à prendre ce document-là. C'est une synthèse de 2 pages assez intéressante et avec des ressources complémentaires. Donc, si on prend le cas là, de cette personne, elle le décrit comme ça, un extrait de ce qu'elle considère être une partie de son expérience. De retour chez moi après l'intervention chirurgicale, j'avais mal et j'étais inquiet que la douleur continue d'augmenter. Je ne me rappelais pas si je devais prendre des antalgiques ou non. Je ne savais pas non plus s'il fallait recontacter l'hôpital ou demander conseil à mon pharmacien. J'étais perdu. J'aurais aimé qu'on me donne les coordonnées d'une personne à joindre en cas de besoin. Donc, vous voyez, on illustre ici ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'on pourrait s'organiser et avoir les actions en termes de soins et services de santé qui sont identiques auprès d'une personne ou d'une autre. Ici, on voit bien qu'il y a des préoccupations spécifiques à cette personne-là. D'autres ne seraient pas du tout perdus dans une même situation, d'autres le sont.
Et de ce fait-là, bah, si on leur demande comment vous vous êtes senti accompagné, alors qu'ils ont eu le même accompagnement, bah, ils ne vont pas évaluer leur expérience de la même manière et leur satisfaction de la même manière. Il y a 2 approches principales, hein, on les connaît. Comme je ne connais pas votre familiarité avec ces sujets, des fois je reviens sur certaines bases, mais globalement, comme en recherche, il y a 2 approches principales, hein, l'approche quantitative et qualitative. La quantitative, elle va vous servir, quand vous vous occupez de l'expérience patient, à la mesurer en tant que telle. J'ai des indicateurs que je vais pouvoir collecter en routine qui va m'aider à faire des ajustements en juste à temps ou de manière régulière à la semaine ou hebdomadaire ou au mois, au trimestre. Et des indicateurs qui vont aussi pouvoir être intéressants spécifiquement pour des projets avec des démarches où là, on va avoir des questionnaires qui ont été validés en amont à grande échelle parce que là, on va le déployer sur plusieurs services. Aux HCL, on a 200 services, donc des fois, ça peut prendre, justement, ça peut se déployer sur un nombre très important, raison pour laquelle ces questionnaires-là sont travaillés d'une manière assez différente que ce qu'on peut faire en qualitatif, par exemple. Bon. En approche qualitative, l'objectif, c'est d'aller comprendre quelque chose plus en profondeur. Ce qu'on veut, c'est identifier là où est quelque chose qu'on va vouloir, lui, mesurer à l'échelle. Si je vois, avec mes entretiens qualitatifs, par exemple, qu'il y a des enjeux spécifiquement dans la transition du soin, dans la transition des soins, bah là, peut-être, je ne vais pas commencer à faire des entretiens individuels d'1 h 30 avec les 800 usagers du service pour aller questionner ça. Mais par contre, je leur ai identifié le fait que la transition, ça l'est en ayant fait 3-4 entretiens ou 10 entretiens avec certains patients qui ont une expérience significative du service. Et après, je vais utiliser une méthode plus quanti, ou en tout cas mixte, pour être capable d'aller chercher sur les 800 usagers du service une autre information, mais qui ne me demandera pas de passer 1 h 30 avec chacun. Mais le Quali m'aura aidé à identifier quelque chose de plus précis, et comme ça, je vais pouvoir demander à un grand nombre quelque chose de plus restreint plutôt que d'essayer de shooter large, c'est-à-dire de poser des questions sur 1 million de sujets et de me dire qu'en tirant là-dedans, je vais recevoir quelque chose d'intéressant. Donc là, on est plus sur des logiques d'entretien individuel ou des focus group. Et ça peut prendre plusieurs formes que je vous présenterai dans les outils. Il y a un document qui est assez fondateur sur l'expérience patient, en tout cas, enfin fondateur, non, je ne sais pas le mot que je voulais utiliser, qui est assez pédagogique sur le sujet. Et je vous encourage à le lire. Je vous ai mis la référence en bas de cette diapositive-là. C'est une manière comme plusieurs autres, mais je vous aide pour que vous les classifiez dans votre cerveau, votre esprit, pardon. On peut présenter les outils de recueil et d'intégration de l'expérience patient en des outils qui sont plus ou moins généralisables, l'axe que vous voyez en vertical, et en horizontal du plus ou moins descriptif. Donc dans le moins descriptif, par exemple, je peux poser des questions, ce qu'on appelle on va prendre des questions par SMS, par exemple, je vais poser une question très précise, ça va être du oui ou non, combien de fois vous êtes venu, ça va être 2, 3, 4, je réponds comme ça, versus des entrevues individuelles ou un focus group, je vais aller sur quelque chose de beaucoup plus détaillé en termes de détail, enfin en termes de manière descriptive. Donc ça va me donner un type d'information et une matière, une texture qui est pas du tout comparable, mais je peux pas le faire sur 1500 personnes. Il y a aussi l'autre axe est intéressant, c'est de dire à quel point c'est généralisable. C'est-à-dire que si je fais un entretien avec Adrien qui a été au service de soins onco, je vais pouvoir faire une entrevue très approfondie avec lui. À quel point c'est généralisable. Donc la question est là, c'est de dire qu'est-ce que je peux en faire. Alors si je fais par contre plusieurs entrevues, peut-être que là je vais trouver des invariants à travers les 8, 9, 10, 12 personnes avec des profils variés et que là je peux commencer à monter en généralité. Et vous voyez que au-delà, moi j'aurais peut-être placé certains à des endroits différents, mais au-delà de regarder cette slide-là en tant que telle, ce qui est intéressant, c'est une petite consigne que vous pouvez garder pour chez vous pour la semaine prochaine. Essayez de lister dans votre établissement quels sont les différents outils d'intégration de l'expérience patient que vous utilisez ou que vous avez, et essayez de les classer justement sur cet axe-là, enfin sur ces 2 axes-là, de manière à voir si votre stratégie elle est équilibrée. C'est-à-dire si vous n'avez pas des outils qui font des trucs très descriptifs, mais qui ne sont pas du tout généralisables, et qu'en gros, vous avez des choses que dans le cadran en bas à droite. De ce fait-là, certainement, on verra tout à l'heure que en termes de stratégie d'expérience patient, vous auriez peut-être justement intérêt, pour augmenter la valeur ajoutée de ces démarches-là, d'aller chercher des choses complémentaires. Donc, par exemple, classer avec d'autres axes, il y a d'autres critères qu'on pourrait prendre, on pourra en discuter ensemble, il y a d'autres critères que cela, mais ça vous permet de voir si votre stratégie d'intégration de l'expérience patient, elle mobilise des outils complémentaires qui ont des intérêts et des limites donc complémentaires. Je vous en donne quelques-uns et puis on se fera une petite pause un petit peu après avant de rentrer dans
dans d'autres compléments. Je vous donne ceux qu'on a par exemple aux Hospices civils de Lyon. On a les questions de satisfaction classiques, j'ai mis classique entre guillemets, mais donc vous voyez ceux qu'on a utilisés depuis des années, qu'on a encore, en hospitalisation de jour, etc., nous, même pour les urgences. Les fameux questionnaires d'expérience patient, qui essayent de faire la transition vers des éléments plus objectifs et plus actionnables en termes d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Le ISATIS que vous connaissez, on le fait en chirurgie ambulatoire, on le fait en SSR, on le fait en MCO. Les remarques, propositions des représentants d'usagers des associations, c'est une manière d'intégrer l'expérience patient. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui passent par leur asso ou qui passent par les représentants des usagers directement, sans faire une plainte à réclamation, sans passer par ISATIS, sans passer par les questionnaires de satisfaction, ou qui passent par ISATIS et en plus, ils en parlent à leurs représentants des usagers des assos. Et c'est une manière d'intégrer l'expérience patient. Les questionnaires sur les droits des patients, qui sont plusieurs et qui sont administrés souvent, enfin pas souvent, la plupart du temps par les RU, mais des fois en duo avec certains conseillers qualité, on l'a dans certains groupements hospitaliers. Les audits de qualité, dans le cas de l'assertif, mais il y en a d'autres, quand on s'y prépare ou même au quotidien, il y a des établissements qui ont vraiment une culture d'amélioration continue très routinière, au sens très intégrée comme une routine de manière quotidienne, et où justement on fait des audits en format vraiment amélioration continue, donc formatif, plutôt qu'évaluatif au sens sommatif. Mais donc, on est vraiment dans une logique de comment on identifie au quotidien les petits changements qu'on peut faire, et donc pas forcément des audits au sens formel où on l'entend. Les focus group sur des thématiques spécifiques. Nous, on le fait par exemple sur la greffe cardiaque la semaine dernière, faire un espèce de portrait des pratiques, comment ça se passe. On veut acheter du nouveau matériel aux HCL sur la greffe cardiaque. On voulait faire une petite cartographie ou un état des lieux des pratiques, enfin de l'expérience en amont des patients envers une greffe. Où est-ce qu'il y a pas des résistances, mais des irritants, et qui, pour nous, étaient des leviers au déploiement d'une innovation pour la greffe cardiaque. C'est moins courant, j'allais dire. La plupart d'entre vous, vous avez certainement participé à l'analyse d'événements indésirables associés aux soins, qu'ils soient graves ou non. Mais dans beaucoup d'endroits en France, on commence à travailler ces événements indésirables avec les usagers directement, que ce soit les représentants des usagers, ça arrive régulièrement, mais aussi avec des patients partenaires, c'est-à-dire aussi avec des patients capables d'aller faire l'entrevue auprès des personnes concernées ou des professionnels pour aller chercher d'autres dimensions d'une manière suffisamment constructive pour pas que ça soit vu comme une menace, mais on va aller chercher, c'est ça qui va nous intéresser dans la deuxième partie, comment la participation de pairs, de personnes plutôt outillées en termes de compétences réflexives et de pensée critique, vont nous aider à aller chercher des choses précieuses dans l'expérience patient qu'on n'a pas si on se limite à la première réponse que va avoir la personne. Mais comment on va reformuler la question, comment on va aller rebondir sur les réponses de la personne de manière à justement aller chercher quelque chose de plus intéressant. Les méthodes d'empathie, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le shadowing, c'est-à-dire le fait au-delà de faire un patient traceur après coup, il y a des méthodes développées notamment par le CEPRAL, qui est une structure régionale d'appui en Auvergne-Rhône-Alpes, où là, l'objectif, il est carrément de suivre un patient sur une trajectoire. C'est-à-dire qu'on voit que quelqu'un est entré à l'hôpital et avec des problématiques qui nous intéressent par rapport à ce qu'on veut analyser, et on va lui demander s'il est d'accord, à l'aise, avec le fait qu'on le suive à l'intérieur de son parcours de l'hôpital pendant les prochaines heures, les prochains jours, etc. Donc ça, c'est une méthode, vous la trouverez aussi à HAS. La HAS a fait une fiche descriptive assez intéressante et très pédagogique sur le sujet, assez simple. Je vous encourage, si vous ne la connaissez pas, à essayer une partie. Et j'ai bien dit une partie parce que shadowing ou empathie, empathie, c'est une méthode très particulière de shadowing, mais vous pouvez la faire à votre sauce. Vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement comment c'est dit à l'intérieur du document. Le but, c'est juste de dire, est-ce que, au-delà de faire des patients traceurs, je pourrais aussi aller de temps en temps, sur certains moments du parcours, y aller avec le patient pour lui poser des questions au fur et à mesure et voir comment ça se passe. D'autres, les PREMS, les PROMS et les CROMS. Donc, les CROMS, c'est les Clinicians Reported Outcomes. Donc, c'est les résultats, les mesures de résultats du soin reportées par les cliniciens, non pas par les usagers. Donc, c'est Clinicians Reported. De ce fait-là, ce qui est intéressant, c'est que ça répond à la critique qu'on peut avoir régulièrement dans la démocratie en santé ou dans l'intégration des patients partenaires actuellement dans l'organisation des soins, c'est de dire on se retrouve dans un système de santé où il y avait déjà trop de prises de décision par les directeurs, et puis maintenant on rajoute les usagers, mais où sont les soignants? Où sont les cliniciens du quotidien? Comment on rajoute des intérêts à partir duquel penser le système de santé, mais il reste qu'on n'a pas les intérêts de tout le monde, il manque aussi ceux des cliniciens.
Et donc, la logique de l'expérience, elle devrait inclure, moi j'utilise d'ailleurs ce terme, mais souvent les gens ne font pas le lien, je parle d'expérience d'usage, plutôt d'expérience des usagers. Parce que si je dis l'expérience d'usage des soins et services de santé, bah, ça inclut naturellement les cliniciens, donc les soignants, les intervenants de manière générale. La méthode d'évaluation, bah, je vous en ai déjà parlé du patient résultat traceur. Le Gemba, je ne sais pas si vous connaissez ou si dans l'MBA, vous avez déjà parlé un peu de Lean Management, mais il y a une des méthodes du Lean Management qui s'appelle le Gemba, qui est un peu la méthode Vie ma vie, pour ceux qui connaissent aussi. C'est une méthode qui s'appelle Walk and Manage. C'est le fait de dire « je descends dans le service concerné par la prise de décision qui est autour de la table ». L'objectif, c'est de dire si je m'intéresse au processus d'accueil en oncologie, il y a une partie de l'amélioration continue qui se fait en ayant un ancrage concret dans ce service-là. Et si on a des gens qui ne sont pas dans ce service-là, la méthode Gemba permet notamment à des directeurs d'hôpitaux ou à des cadres supérieurs, des directeurs de soins, etc., de prendre une méthode terrain avec une certaine grille méthodologique qui permet de poser des questions de manière qui ne ressemble pas trop à un audit aux personnes du service qu'on croise au fur et à mesure qu'on marche dans le service. Les 5 minutes lean aussi pour connaître, ou le stand-up meeting du matin. Et une méthode qui existe aussi au quotidien, mais qu'on nomme pas souvent sous expérience patient, qui est le fait que la majorité des cadres de service et des soignants sont en contact et en dialogue quotidien avec les usagers. Mais ce qui change, c'est que profondément, ce n'est pas parce qu'on est avec des patients en présence dans une même pièce ou qu'on est en interaction avec, que profondément on les écoute ou qu'on est en relation avec eux pour autant. Être en relation avec quelqu'un, écouter quelqu'un, c'est un travail actif. Et de ce fait-là, je l'ai mis volontairement un petit peu, je ne sais pas de manière provocative, mais pour ramener à notre conscience que l'expérience patient, on la touche du doigt au quotidien, on y est confronté, mais du fait du rythme de la journée, de l'ampleur du travail, des injonctions qu'il y a à l'efficacité du travail, des fois il est difficile, on n'est pas forcément dans les conditions adéquates pour rentrer en relation avec les usagers et les patients plus précisément. Donc, actuellement, il y a certaines méthodes qui proposent justement de se dire l'amélioration continue, au-delà de ISATIS, etc., ça peut être demander à des soignants de s'arrêter et de faire une petite entrevue, un petit entretien qui ne ressemble pas à un entretien de recherche qualitative d'un chercheur, là, mais juste pour que, contrairement à d'habitude où c'est informatisé ou autre, de temps en temps, le soignant, ça lui permet aussi une demi-heure par semaine ou une demi-heure toutes les 2 semaines, de prendre le temps d'être en dialogue dans les bonnes conditions avec un usager pour justement remettre en ordre une partie des priorités qui peuvent être celles des personnes concernées. Quelques points de vigilance, on se fait une petite pause. Les points de vigilance que je vais vous donner, mais qui ne sortent pas dans le bon ordre. Le vécu, ce n'est pas l'expérience. Donc, ce n'est pas parce que j'ai vécu quelque chose, que je suis venu à l'hôpital, etc., quand j'en ai fait pleinement l'expérience. Je pourrais le prendre à un repas, ce n'est pas parce que vous avez mangé entre collègues ce midi que vous avez fait pleinement l'expérience de votre repas. Certainement, quand vous avez mangé votre bavette et vos haricots verts, ou quand vous avez mangé votre baba au rhum, un repas plutôt sympa pour le midi, vous n'avez pas nécessairement été très concentré sur la texture du baba au rhum, la manière dont il touchait votre palais, la manière dont ça changeait votre satiété, etc., etc. Donc vous avez vécu le moment. Ça ne veut pas dire pour autant que vous en avez tiré une expérience, parce que vous étiez peut-être en train, que vous en avez fait l'expérience, parce que vous êtes peut-être dans l'autre expérience qui était celle d'écouter votre collègue qui vous racontait un potin intéressant ou un nouveau développement organisationnel qui vous stimule. Et que de ce fait-là, il ne faut juste pas confondre les deux, et que des fois, quand on évalue l'expérience patient, des fois, on évalue l'expérience d'un moment très, très spécifique, très, très précis de son expérience. Et de ce fait-là, il ne faut pas prendre ça comme une évaluation de tout ce qui s'est passé. Raison pour laquelle les PREMS et les PROMS, nous permettent de revenir sur quelque chose de plus spécifique. Les savoirs expérientiels qu'on utilise souvent dans le vocabulaire aujourd'hui, c'est un mot qui tourne beaucoup. Ce n'est pas pareil que l'expérience patient. Les savoirs expérientiels, c'est justement les savoirs qu'on tire de l'expérience. Et la plupart du temps, ce n'est pas parce que j'ai vécu quelque chose que j'en ai fait l'expérience, et ce n'est pas parce que j'en ai fait l'expérience que j'en ai tiré des savoirs. Je peux avoir fait l'expérience de ce baba au rhum pleinement en me concentrant dessus, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'en le mangeant, j'ai fait une expérience comparative avec le dessert que j'avais eu la veille, et je me suis dit, tiens, hier, quand il était vachement moins sucré, peut-être parce qu'il y avait du miel dessus, etc., etc. Vous n'avez pas mis en lien avec d'autres expériences pour tirer des savoirs nommables, caractérisables et utilisables dans un autre contexte, du fait que vous avez vécu l'expérience. Donc, cette notion de savoir expérientiel, aujourd'hui, est utilisée un peu de manière un peu large pour dire dès que j'ai vécu une expérience, je tire des savoirs expérientiels, mais cette relation de causalité est empiriquement pas vraie, elle n'est pas vérifiée.
c'est un travail actif sur l'expérience qui permet de développer des savoirs expérientiels. L'expérience d'usage, en tant que telle, des soins et services de santé ne concerne pas que les usagers. Mais aussi, on a dit tout à l'heure, à la fois les aidants, que j'ai mentionné à plusieurs reprises, mais de ce fait-là, quand on utilise le mot usage, effectivement, les professionnels de santé, les intervenants en général sont concernés. Les autres, le dernier, je vous l'ai dit aussi, et je crois que j'en avais un cinquième, que tout ce qui se passe en amont, ou le cas de la personne âgée que je vous ai dit tout à l'heure, c'était en illustration, ça va impacter, et ça aussi. Et que le sentiment d'autonomie aussi, une fois chez soi, il est important. Ça, quand je vous parlais d'encapacitation, d'empowerment, de développement des pouvoirs d'agir, ce qu'on voit, c'est que le développement, l'empowerment des patients, le développement de l'encapacitation des patients en français, dans les soins, s'il y a une évaluation par le patient d'une forte encapacitation dans les soins une fois qu'il est chez lui, c'est corrélé à une expérience patient positive. Et donc, c'est corrélé à une performance du système de santé positive. Petite pause. Ah bah plus qu'une pause, il est 19h26. On profite pour prendre quelques questions, clarifications, pour que ça fasse sens pour vous. Je ne sais pas si le chat, je ne vois pas le chat. Alors, je sais pas si... Non, je n'ai pas accès au chat, c'est pas mal. Alors, moi, je le vois, il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, n'hésitez pas encore une fois, s'il y a des questions, soit à les poser dans le chat, soit à lever la main. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour choisir si vous écrivez une question ou si vous levez la main, parce que ce n'est pas un sujet simple. Et de ce fait-là, je suis à peu près sûr que vous avez au moins des questions de clarification. Je te laisse gérer peut-être. Alors, il y a une main levée, c'est Xavier du MBA. Je te laisse gérer peut-être pour que je ne te surprenne pas à activer des micros. Il faut juste que je mette a low mic. Ouais, low mic. Alors, normalement, votre micro, apparemment, je n'ai pas les droits. Ce que je le fais, ça ne change rien. Bah, je vais le faire, je le fais, parce qu'effectivement, alors, voilà, ça doit être bon. Alors, Xavier, vous pouvez activer votre micro de votre côté pour poser votre question. Il faut activer votre micro, Xavier. Bon. Ou dans le chat. Sinon posez à l'écrit dans le chat, ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations, éléments de clarification en attendant que Xavier puisse poser sa question? Alors, pas de questions pour l'instant, visiblement. C'est reparti alors. Hop, je baisse ça. Nickel. Attendez, je regarde alors. Qu'est-ce que je peux... Ouais. Ah, pardon, on a une question dans le chat de Nathalie Estin. Avec quel type d'usager organisez-vous les focus group? Alors, c'est comme en philo, je le dis souvent, hein, ce n'est pas forcément les réponses qui sont intéressantes, c'est les questions. Donc, quand vous êtes face à ça, c'est les questions qui sont intéressantes. Se dire, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre focus group? Alors, ça dépend de la thématique déjà. Juste pour vous dire, la dernière fois, on a eu, je vous donne des exemples concrets qu'on a eu aux Hospices de Lyon, le cas de la greffe cardiaque. Là. Donc là, on a un dispositif qui permet d'augmenter le temps sur lequel on peut laisser un greffon cardiaque en amont d'une greffe cardiaque. Donc, au lieu d'avoir que 4 heures en amont d'une greffe, entre le moment où on prélève le cœur et on le transplante, là, on peut passer à 24 heures. Donc, on a une évaluation du dispositif aux Hospices de Lyon, ça coûte quand même genre entre 35 et 55 000 euros selon le cas, à l'unité. Et donc, la direction de la recherche et de l'innovation nous demande, nous, on aimerait bien quand même avoir l'évaluation des usagers sur le sujet. Donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on a besoin autour de la table pour évaluer une telle question? Alors, nous, on se dit, on a à la fois besoin d'avoir des personnes concernées par la greffe, des gens qui ont déjà eu des greffes et qui ont déjà eu un parcours de greffe et qui pourraient nous dire, quand vous avez été greffé dans votre parcours, est-ce que si on vous avait annoncé que vous aviez un nouveau dispositif, un dispositif innovant, qui a des nouvelles propriétés, qui est en test, qui est en expérimentation, il n'est pas encore entièrement validé, mais par contre, c'est assez prometteur et ça peut vraiment améliorer votre établissement après greffe, etc.
bah, nous, on aimerait bien justement avoir des personnes qui ont vécu ça, leur poser ces questions, et donc on va chercher des usagers qui ont une expérience de greffe. Donc, cardiaque ou pas cardiaque d'ailleurs, on a été un peu plus large. Donc, on a contacté l'ensemble des chirurgiens d'abord qui font des transplantations cardiaques aux HCL, et on leur demande est-ce qu'il y a des patients que vous avez transplantés, que vous pensez qui seraient capables de revenir sur l'expérience, d'être capables de la décrire un temps soit peu pour que ça puisse nous aider, etc. Donc, on a demandé, puis ils nous ont envoyé, ils ont appelé ces personnes-là, demandé si elles étaient d'accord pour donner leurs coordonnées, et ensuite, nous, on les a appelées une par une pour voir si elles étaient intéressées à participer à ça. On avait une deuxième dimension qui était autour de la table, c'est quand même des dispositifs qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc on se dit, bah, en même temps, c'est de l'argent public. 55 000 euros, c'est quasiment le coût d'une infirmière annuelle dans un service. Donc est-ce que pour une greffe cardiaque, en termes de réponse aux besoins populationnels, est-ce qu'on peut mettre 55 000 euros en plus qu'on le met actuellement pour répondre aux besoins d'une personne transplantée dans de meilleures conditions? Bah, c'est Xavier qui a réussi. On voit même la caméra. On voit la moitié du corps, Xavier, mais nickel. Et de ce fait-là, là, on se dit, on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'usagers qui, eux, sont capables d'avoir une vue beaucoup plus globale sur les besoins des usagers, de nous dire, c'est quoi la réflexion sociétale ou c'est quoi le garde-fou sociétal qu'on devrait avoir quand on investit de l'argent comme ça de manière circonscrite dans un coin particulier, alors qu'on a peut-être d'autres besoins prioritaires, nécessaires, et peut-être qu'avec 55 000 euros, on peut faire des choses qui sont prioritaires, plus importantes pour le système de santé que de les mettre là. Pour cette question-là, on va rarement demander à un greffier cardiaque parce que lui, il va plutôt être intéressé à ce que les dispositifs le concernant soient de meilleure qualité. Mais là, on va chercher donc les représentants des usagers dans ce cas-là. Nous, on a de la chance, on est avec des représentants des usagers avec qui on coopère bien et à qui ça se passe bien aux Hospices civils de Lyon. Mais ce n'est pas le cas dans tous les établissements. Donc, quand ce n'est pas le cas, nous, ça nous est arrivé, enfin moi, ça m'est arrivé dans d'autres établissements que j'accompagnais, on se retrouve à identifier des patients partenaires, donc des patients qui ont de l'expérience significative de la vie avec la maladie, avec qui on a déjà coopéré pour des projets d'amélioration continue dans l'établissement, et avec qui on a vu que la capacité à questionner, à critiquer de manière constructive, être assez réflexif est intéressante. Et donc, on a nos représentants d'usagers, on a nos personnes directement concernées par la greffe, et on introduit aussi ces patients partenaires profil ressources, souvent on les appelle, pour venir un petit peu catalyser la dynamique de questionnement et d'approfondir les questions, parce qu'on a peut-être des représentants d'usagers qui ne vont pas faire ce travail-là, alors qu'on sait qu'il y en a besoin et qu'on ne doit pas rester que sur le parcours de soins. Donc la question, elle est plutôt à chaque fois, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin des gens qui ont une légitimité dans le soin, qui ont une expérience significative, de quoi et quelles compétences? Moi, je voulais mentionner, j'ai rajouté dans l'équation réflexivité, esprit critique à amener de manière constructive. Donc nous, on a un référentiel de compétences qui est public sur c'est quoi les compétences d'un patient partenaire, profil ressources, et on va chercher quelqu'un qui a ces compétences-là en plus du RU et de la personne concernée. Donc, ça, c'était un exemple. On en profite d'avoir Xavier avec nous? Oui. Est-ce que Xavier peut activer son micro? Alors, on ne t'entend pas, Xavier, mais tu parles? Parce que ton micro est pourtant ouvert sur la session. Non. Alors, en fait, il m'a écrit sa question à part, donc très bien. Alors, ma question, Crumbs et Prems, c'est-on un comparatif des résultats sur une même expérience? Alors, il n'y a pas Krems, il y a Crumbs. C'est-à-dire, il y a sur les résultats, mais il n'y a pas sur l'expérience. Donc, mais intéressant. C'est intéressant ce que tu poses comme question, Xavier, parce que ça serait intéressant de comparer sur une même trajectoire, c'est quoi l'expérience du patient versus l'expérience des professionnels et d'avoir la discussion autour. Donc, juste pour ceux qui sont dans l'audience, Xavier, on travaille ensemble sur le projet qu'ils font au MBA, donc c'est pour ça que je me permets de le tutoyer et qu'on travaille ensemble. Mais de ce fait-là, ça peut être quelque chose d'intéressant à creuser dans votre propre travail. C'est-à-dire un dispositif comme ça, une espèce de rencontre à la fin où on fait remplir un PREMS sur une trajectoire d'une personne qui veut et on met les personnes dans une salle et on essaye de revenir sur la trajectoire et de voir qu'est-ce qui a influencé l'un comme l'autre et de mettre en dialogue là-dessus. Donc, super intéressant, mais ça n'existe pas. C'est sur les résultats après. Alors, on a une salve de questions qui est arrivée, du coup, c'est toujours comme ça. Alors, Clémentine, combien de patients faudrait-il interroger dans le cadre d'études Cali pour en tirer de véritables faits learning? Combien il faudrait qu'on ait de patients Cali pour en tirer de véritables conclusions, si je comprends bien la question. Alors, ça va relancer le débat entre Cali, quanti et caractère généralisable des constats. C'est clair, dans toutes les disciplines et dans tous les travaux de recherche. Réponse plus en mode expérience patient, donc je ne rentre pas dans le détail de la recherche, c'est que globalement, vous vous rappelez la catégorisation que j'ai donnée avec, c'est-à-dire en gros quanti pour mesurer, quali pour comprendre. C'est un peu
c'est un peu un raccourci, mais ça donne la grande catégorie, qui est de dire, nous, la plupart du temps, en tout cas dans mon cas, dans mon prisme et mes valeurs, enfin, ma façon de faire, même si mes valeurs y participent, c'est plus de dire, le Kali m'aide à aller identifier ce que je vais creuser ensuite à plus grande échelle. Ce que je vais, pardon, creuser, peut-être pas un bon mot justement, ce que je vais aller évaluer à plus grande échelle. C'est-à-dire que, c'est sûr, c'est pas avec un entretien quali dans un service que je viens d'identifier un des axes prioritaires. Ça dépend le nombre d'usagers que vous avez dans le service, ça dépend de la qualité de vos entretiens. Vous allez des fois tomber avec des patients, je donne des exemples, qui sont très impliqués dans le service parce qu'ils sont pères aidants, qui sont dans l'association, etc. Et qui, en fait, eux, sont déjà en interaction avec plein d'autres patients. Donc, quand vous allez faire l'entretien avec lui, au-delà de parler de sa propre expérience, il va vous dire, mais vous savez, ça fait 3 ans que je fais de la dialyse dans ce service-là. Avec les patients, on a toujours bien identifié que la transition entre le chiffre de jour et de nuit entre les infirmières, c'est toujours un moment où il y a plus de risques en termes de qualité et sécurité des soins parce que X ou Y. Donc, selon la personne que vous interviewez, ça change aussi. Alors, la seule chose que je vous dis, c'est le Kali, on est toujours limité dans le temps et autres. Il faut quand même y aller avec un certain nombre de patients par rapport au nombre d'usagers dans le service. J'ai rarement vu des services où on dépassait les 12-13 entrevues en profondeur. J'ai rarement vu inversement des services où on se limitait à moins de 4-5 entrevues. Comme je dis, il y a la taille du service, etc., etc. Mais souvent, on est entre 7 et 10, 12 entrevues. Donc, ça ne se fait pas en un mois, ça se fait dans le temps. Mais l'avantage, c'est comme je vous dis, c'est qu'il faut le voir de manière générale, c'est que si vous faites un questionnaire très quanti ou même mixte avec trop de dimensions à la fois, ben en fait, la majorité des gens ne vont pas répondre, ils ne vont pas vous donner de l'information très intéressante dans chacune de ces dimensions, donc vous n'en ferez rien, alors que vous allez passer 3 mois ou 6 mois à analyser les données, et qu'en fait, en termes d'amélioration et en termes de levier d'amélioration, ça ne donne pas grand-chose. Donc, il y en a beaucoup aujourd'hui qui choisissent de dire, peut-être tous les 6 mois ou chaque année, je vais améliorer une dimension, puis ça sera déjà pas mal. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je donnais l'exemple aux HCL. Il y a une initiative qui a été lancée et qu'on est en train d'accompagner en ce moment, qui est de dire, on demande à tous les services des HCL sur 200, on va vous accompagner à regarder la partie qualitative de votre ISATIS, donc le verbatim, et on va essayer d'identifier là-dedans. Donc, on vous demande juste de vous réunir une fois 2 heures dans l'année, et on essaye nous, on va vous compiler tout le quali de tous les résultats d'ISATIS de votre service, et on va essayer de travailler avec des patients du service qui sont capables de faire cet exercice avec eux. Donc, on va aller repérer ces personnes-là, les préparer, et on va venir identifier une action d'amélioration avec vous à travers ce verbatim, et on va la mener ensemble dans l'année. On vous demande une action améliorative, analysée, identifiée et menée en groupe par année, par service. Ce qui est quelque chose qui ne paraît pas pour les services quand on leur dit une réunion de 2 heures et qu'on leur présente ça, ils font OK, c'est pas une machine à gaz votre truc, ça je l'entends, je suis capable de le faire. Et là, vous avez, on a pris du quali en termes de matériaux, qui était par contre qualitatif. Des fois, on a des trucs pas très qualitatifs dans le verbatim, mais en tout cas, la nature est qualitative. Et on va pouvoir passer à travers toute cette quantité de données-là avec des personnes concernées, donc pas que des professionnels, pour s'assurer que le spectre d'interprétation va rester assez large et qu'il n'y aura pas que les intérêts et ce que voient directement les professionnels qui vont filtrer à travers ces données-là, mais qu'on va avoir aussi des patients, des RU et autres qui vont nous aider à voir d'autres choses qui sont peut-être prioritaires pour eux et on va devoir discuter d'à quel point c'est prioritaire pour qui. Donc, la réponse, c'est le quali, vous n'allez pas en faire 500, il faut en faire un minimum pour que ça ait de la valeur, mais on n'est pas comme dans une thèse où on va dire, tant que tu n'as pas atteint ton point de saturation, tes données ne valent rien. Là, c'est pour vous aider à guider votre attention sur certaines dimensions de l'expérience patient qu'on va creuser ensuite en quanti ou en mixte. Je te livre les deux autres questions. Donc, quel serait l'établissement hospitalier français le plus avancé sur ce sujet et quels sont les principaux freins à l'intégration de l'expérience patient en France? Alors, la première, je ne peux pas répondre parce que question bien trop complexe, trop de variables, etc. Parce qu'en plus, il faudrait distinguer ceux qui disent qu'ils le font, ceux qui le font, ceux où, moi, je peux vous dire, par exemple, je suis avec 2 directeurs qui sont incroyables sur l'expérience patient et qui ont une énergie, un élan, une compréhension du sujet qui est hors du commun, littéralement, si je me balade dans les autres. Après, il y a 27 000 professionnels aux HCL, donc quand il faut embarquer tout le monde, etc., si je me fiais à la rencontre, vous rencontriez ces gens-là, vous direz qu'ils sont au taquet et puis qu'ils sont en avance. Mais en même temps, après, il faut faire suivre toute cette culture-là, etc. Donc, c'est difficile de juger de manière aussi directe. Par contre, de ce fait-là, ce qu'on peut regarder sur l'échiquier, c'est lesquels valorisent, mettent des ressources
portent de l'attention à ces sujets-là. Et ça, là, ça devient plus intéressant. Comme c'est enregistré, je ne vais pas donner les noms directement. Si ça intéresse certains de savoir est-ce que dans certains établissements, ils peuvent se diriger vers eux parce que c'est un sujet qui vous intéresse, vous cherchez un job ou vous voulez un projet de recherche et vous voulez diriger vers ces établissements-là, je peux vous orienter vers là. Pour la deuxième question, qui était, Adrien? Les principaux freins à l'intégration de l'expérience patiente. Les principaux freins. Déjà, la compréhension. Comme je vous dis, ça a l'air assez simple comme ça, mais en fait, c'est un terme qu'on a tendance à penser trop complexe. Et en fait, il y a un gros travail de démystification pour montrer à quel point, en fait, déjà au quotidien, tous les professionnels de santé sont en contact avec l'expérience patient, travaillent l'expérience patient, et que la vraie question, c'est pas l'expérience patient ou pas, c'est les modalités méthodologiques avec lesquelles on la travaille. Comme je dis, un soignant, il voit tous les jours des patients, il est au contact, il peut aller la chercher, elle est là, et puis même, il va en entendre des bribes. Mais qu'est-ce qu'il en fait, comment il la recueille, de quelle manière, comment il connaît ses propres prismes qui interviennent à travers tout ça, etc. Donc, les principaux défis, c'est qu'on s'entende pour le démystifier, pour ne pas en faire un objet justement d'expert super compliqué. Il va y avoir, dans les prochaines années, vous allez avoir plein de business, il y aura plein d'entreprises qui vont certainement croître sur le sujet, etc. Et c'est le premier point de vigilance, c'est-à-dire que ça peut nous aider, c'est des ressources importantes pour nous accompagner, mais c'est important aussi qu'en termes d'institution, on développe notre capacité interne à en faire une chose simple, parce que vous comprenez bien que des experts privés ont tout intérêt à en faire un enjeu complexe sur lequel ils considèrent que ce sont les seuls à maîtriser la complexité pour vous accompagner là-dedans. Donc, la première chose, c'est démystifier le contexte, se rendre compte qu'on y travaille tous au quotidien et d'aller clarifier ces questions-là. Les autres, aujourd'hui, si vous allez sur YouTube ou autre, il y a déjà plein de trucs assez intéressants, très détaillés sur comment je fais empathie, comment je fais du shadowing, comment je fais du patient traceur. Il y a plein de retours d'expérience intéressants là-dessus. Je pourrais même vous envoyer en ligne. On a eu hier, avant-hier, on faisait en Bretagne, on fait une rencontre qui s'appelle 60 minutes certif, où on réunit tous les mois l'ensemble des directeurs qualité, chargés de relations avec les usagers, tous les ingénieurs qualité, tous les gens qui s'intéressent à ce sujet-là, sur la préparation de la certif. Et là, on a fait une séance spéciale sur le CHU de Rennes, qui a eu sa visite, et qui présentait comment ils ont préparé l'ensemble du personnel du CHU de Rennes à s'approprier ce que c'est que l'expérience patient et l'engagement des usagers pour pouvoir comprendre ce qu'elle allait leur poser comme question, et surtout de se rendre compte qu'en fait, la plupart en font déjà. Et pas répondre, non, expérience patient, nous, on n'en fait pas. Ah non, vous en faites tous. Et là, dès qu'on sort et qu'on repose des questions, ah oui, c'est vrai, en fait, on fait ça. Ah oui, c'est vrai, on fait ça. Donc, deuxième, je vous enverrai au moins cette ressource-là, ça pourrait vous intéresser, c'est de voir comment on prépare un établissement sur ces questions-là, avec des questions assez simples, justement, à poser aux professionnels. Autre chose qui sont des freins, la représentation des usagers n'est pas optimale en France. On a c'est une fonction nécessaire et qu'il faut justement réinvestir. C'est-à-dire que la représentation des usagers, c'est extrêmement important dans ce genre de cadre, mais le problème, c'est que les conditions, la manière dont c'est organisé fait en sorte qu'on a notamment le fait que c'est des personnes relativement âgées. L'âge moyen des représentants d'usagers en France, c'est 64 ou 65 ans, et des gens qui sont tous CSP+, là, ce qui fait en sorte que le fait que les CDU ou les autres occasions d'engagement sont le jeudi ou le mardi de 14h à 16h fait qu'on n'a pas beaucoup de jeunes professionnels ou d'autres personnes qui sont actifs ou qui sont dans d'autres types d'engagement. Et de ce fait-là, les RU qui peuvent nous aider à faire des patients traceurs de manière intéressante, où ils vont pouvoir, si vous faites une entrevue de patient traceur tout seul en tant que professionnel, si vous êtes le praticien hospitalier par exemple, ou si vous êtes avec un représentant des usagers et qui est dans la bonne posture, vous allez avoir des trucs vachement plus intéressants qui vont sortir souvent. Et au bout d'un moment, moi je le vois dans les patients traceurs comme ça, au bout d'un moment, le patient, il parle davantage aux représentants des usagers ou aux patients partenaires qu'aux professionnels. Et là, il se passe quelque chose dans cette relation de pair. Le fait de s'identifier fait qu'on va revenir sur des détails qu'on n'aura pas du tout dit aux professionnels. Et c'est là que se situent des leviers d'amélioration qui sont les plus intéressants pour l'établissement. Donc, par exemple, réinvestir, ce que fait actuellement France 61, réinvestir la fonction de représentation de l'usager pour avoir des gens capables de nous aider à ça, c'est important. Donc, il faut pousser du côté et pas se dire, actuellement, j'ai des représentants d'usagers qui sont quand même so-so, c'est assez hétérogène, donc ça sert à rien, et donc il faut trouver d'autres acteurs qu'eux. Moi, j'aurais tendance à dire, je comprends. À court terme, peut-être qu'on trouve des acteurs alternatifs en parallèle, comme nous, on a par exemple des fois les représentants d'usagers et les patients partenaires, mais il faut aussi réinvestir la fonction pour qu'elle nous aide à avoir des personnes qui, dans ce rôle de sociétal,
de défense générale de l'intérêt général puisse nous aider à ce travail-là. Et le dernier point qui n'est pas un frein, mais là je peux le citer quand même comme un levier, vraiment depuis que ça a été intégré à la certification, moi j'ai le nombre de professionnels de la qualité de manière générale ou de chefs de service qui nous contactent ou avec qui on travaille pour ces questions d'expérience patient, pour avoir une espèce de boucle de rétroaction beaucoup plus haute fréquence et beaucoup plus pertinente, beaucoup plus ancrée dans le terrain au quotidien, c'est énorme. Donc on m'aurait dit il y a 3 ans, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en termes d'intérêt pour le pragmatisme au sens philosophique, c'est-à-dire le réancrage terrain, j'y aurais pas cru en fait. J'aurais pas cru. Donc honnêtement, ça va vite. Le tout, c'est de le faire méthodologiquement de manière correcte. Tout le monde pourrait vous dire qu'ils font de l'expérience patient peut-être dans 3 ans parce qu'ils auront compris, mais méthodologiquement, le travailler d'une manière qui sert plus l'intérêt de l'hôpital, en fait, même pas de l'hôpital, des professionnels de manière inconsciente, alors qu'en fait, ça sert pas du tout la performance du truc. On va chercher l'expérience patient et on en perd l'essentiel de la valeur ajoutée parce que méthodologiquement, on l'a pas travaillé adéquatement. Donc voilà. Merci. Alors, les questions continuent. On va peut-être te laisser reprendre le fil de ta présentation pour pas trop retarder les choses, si ça te va. Alors, je regarde juste ce qui est prioritaire à vous présenter avant, là, parce que les questions, c'est quand même important. Alors, que je vous repartage. Où est-ce que c'est? Alors, c'est où? C'est là. Hop. Mais là, vous ne voyez pas mon écran. Donc, c'est que j'ai dû me tromper. Je m'en reviens. Screen. Voilà. Dans les pratiques émergentes qu'on voit justement en ce moment, je vous les présente toutes d'un coup, parce que j'en ai mentionné la plupart. On parle de l'éducation thérapeutique, de la pérédance. Donc, la pérédance, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, c'est quelqu'un qui est concerné, par exemple, qui a lui aussi une expérience de schizophrénie, de l'usage des drogues dures, de la sclérose en plaques, et qui, à partir de cette expérience-là, va accompagner, avoir un rôle formellement et officiellement et explicitement thérapeutique auprès d'un père, d'une personne qui vit des situations équivalentes. Parce qu'on considère que cette personne-là a travaillé, a bien cheminé dans son rétablissement et qu'elle peut donc être à la fois un modèle de rôle et à la fois un catalyseur du rétablissement de l'autre personne. On a aussi de plus en plus de patients enseignants en France, des patients ou des aidants qui sont intégrés à la formation initiale et continue des professionnels de santé. Dans les facultés de médecine, que ce soit à Bobigny, à Nice, à Lyon, à Rennes, à Brest, à Nantes, ça commence vraiment à Montpellier, ça se développe énormément. Et aussi, tout ce qu'on a... Vous avez vu, je ne sais pas si vous connaissez la LINCE, qui est c'était en région Île-de-France, mais une association de patients partenaires et de professionnels partenaires qui, quand il y a eu la crise Covid et qu'il y avait plein de services qui ont fermé, ont organisé du soutien, de l'accompagnement, de l'information, même du soin, en fait, directement, à des personnes quand l'institution n'était plus capable de répondre à ce besoin-là, en tout cas n'offrait plus ce besoin-là. Et ce que je vous questionnais là-dessus, c'était qu'est-ce qu'ont en commun ces pratiques? Et ben, c'est justement cette participation beaucoup plus active des personnes qui ne sont pas uniquement des clients, des usagers, mais qui deviennent des acteurs de soins à part entière. Et le changement de paradigme initié qu'on a discuté la dernière fois sur le partenariat avec les patients, dans la démocratie en santé, etc., et l'expérience patient, c'est notamment le fait de reconnaître que cette participation active, qu'elle soit directe ou indirecte des personnes concernées, va nous aider à améliorer la performance du système de santé au sens large. Donc quand je dis direct ou indirect, c'est que quand vous êtes père aidant, ce que vous faites, c'est de l'intégration de l'expérience patient. Vous partez de votre propre expérience de patient et vous l'intégrez dans la trajectoire de soins ou l'accompagnement d'une personne à l'hôpital ou dans une autre structure, mais vous êtes en train de partir de votre expérience pour améliorer thérapeutiquement la santé de la personne et son parcours. Donc ça, c'est une participation directe de la personne. Si on est dans l'indirect, on peut être par exemple dans l'éducation ou plutôt dans l'intégration de l'expérience patient. Je fais un patient traceur, je participe à l'entretien, je décris mon expérience, je réponds aux questions, etc. Et c'est ce qui sort de cet entretien et de son analyse qui va ensuite améliorer la qualité et la sécurité des pratiques. Donc là, c'est une participation plus directe, mais toujours active. Une des raisons pour laquelle on s'intéresse vraiment à ça, je vous montre juste un petit peu ce que nous donnait la littérature, c'est que je l'ai peut-être dit en filigrane tout le long et de manière implicite, mais vous l'avez déjà compris, c'est qu'on considère que là, notamment la faible observance au traitement, en particulier dans les maladies chroniques, est due, et en tout cas l'hypothèse posée, elle est considérée que c'est parce qu'on ne prend pas assez en compte l'expérience patient. C'est-à-dire que si on comprenait que leurs intérêts ne sont pas alignés, qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne sont pas sentis dans une alliance thérapeutique et que c'est la raison pour laquelle ils ne prennent pas leur traitement, alors qu'on s'était entendu dessus, et ben, ce n'est pas uniquement justement
en améliorant nos médicaments, nos IRM, les compétences de nos médecins dans des facultés de médecine, qu'on va réussir à répondre à tous ces enjeux d'inobservance au traitement ou au plan de soins. On voit qu'il y a une question relationnelle et dont le levier est plus important à la limite que d'augmenter de 10% la précision d'un IRM, si on le regarde par rapport à l'ampleur de ces besoins. Ce que ça permet aussi quand on mobilise quelqu'un qui est donc extérieur, je dis extérieur, c'est pour reprendre le vocabulaire que j'entends très souvent dans les établissements de santé, mais le patient ou l'usager on peut difficilement le concevoir comme extérieur au système de santé ou à l'établissement. Ça vient quand même nous dire justement l'imaginaire qu'il y a dessous. Hein. Il y a une vidéo de Philippe Carazivan en ligne, un médecin généraliste qui exprime ce qu'est pour lui le partenariat patient. Et il donne un moment cet exemple où il dit que ses collègues à l'hôpital, la plupart du temps, ils agissent avec l'image en tête qu'ils sont chez eux. Et quand les patients rentrent, en fait, ils les dérangent un peu quand même. Et ils sont en mode pourquoi il vient m'embêter celui-ci? C'est même pas un vrai problème qu'il a. Pourquoi il vient m'embêter chez moi? Et donc, ce rapport intérieur-extérieur, il est quand même important. Là, je l'ai mis entre guillemets, je ne comptais pas en préciser, mais j'en profite quand même. C'est que la simple représentation qu'on a de se dire l'hôpital, c'est chez nous, et les usagers, ils y viennent, ou les patients, ils y viennent, fait en sorte que déjà, en considérant que ça, c'est un regard extérieur, ça montre déjà qu'on ne les a pas mis dans l'équation initiale, et quand on pose un problème, on le résout entre nous, parce qu'on a l'impression que c'est une problématique qui nous intéresse, qui nous concerne que nous en tant qu'hôpital, alors que c'est une problématique sociale, et enfin, au sens de l'ensemble de la communauté de destin dans laquelle on est. Et donc, le parti pris de l'expérience patient, de son intégration, c'est de dire aussi qu'en intégrant ce regard extérieur, ce rapport au monde transformé par l'expérience de la vie avec la maladie, il nous permet de problématiser différemment. Donc déjà, c'est peut-être pas qu'on est mauvais à diagnostiquer un problème, à le caractériser, à l'améliorer, mais peut-être que déjà, on ne problématise pas au bon endroit. C'est-à-dire que si on mettait d'autres acteurs avec d'autres intérêts, peut-être qu'ils nous diraient que... Je donne un exemple concret que j'ai déjà vu sur un projet de lean management intégrant l'expérience patient, où la majorité des professionnels, leur obsession, c'était de diminuer le temps d'attente aux urgences. Et les patients disaient, mais nous, moi, je suis malade chronique, je viens tout le temps aux urgences, mon enjeu, c'est pas d'attendre le moins, c'est de savoir à peu près le temps d'attente que je vais avoir, comme ça, je m'organise en fonction. Parce que justement, il dit, mais si je sais que ça dure une demi-journée ou une journée, bah, j'amène mon lunch avec moi ou pas, je préviens mon boss que je suis absent une demi-journée ou pas, j'amène du travail ou pas, je peux peut-être faire de l'éducation thérapeutique et un atelier en attendant. Bref, vous voyez que tout de suite, l'intérêt de la personne était différent. Et donc, l'intégration de cette perspective-là, elle peut au moins nous décentrer et nous permettre d'aller chercher d'autres considérations et à cause d'autres sensibilités. Ça permet aussi quelque chose qu'on ne peut pas à l'intérieur d'un établissement, c'est-à-dire que les seules personnes, littéralement les seules personnes qui ont une vision intégrée et de la trajectoire, c'est les patients ou les aidants. Et quand on est à l'intérieur d'un hôpital ou d'un autre établissement, on sait ce qui se passe quand ils rentrent chez nous et quand ils sortent de chez nous, et on a une petite idée de ce qui se passe à l'extérieur, mais on ne sait pas ça ressemble à quoi la démarche administrative entre les deux. On n'a pas forcément soi-même rempli déjà dans sa vie une demande MDPH, et puis pourtant quand on l'a fait, on se rend compte à quel point effectivement c'est un peu compliqué, et puis on peut s'arracher les cheveux, ça peut fondamentalement changer l'expérience et la manière dont on va revenir la prochaine fois. Donc, je vous donne juste des arguments à chaque fois de dire, ça permet de problématiser différemment, ça permet d'avoir une vie intégrative, ça permet de diversifier les points de vue, je l'ai déjà dit, et ça permet aussi surtout d'aller chercher des savoirs et des compétences qu'on n'avait pas nécessairement autour de la table. J'utilise juste ça de manière un peu illustrative pour nommer un réflexe qu'on a. Un réflexe qu'on a qui est, quand on observe un comportement ou un usage qui est différent de celui qu'on avait prévu, donc ici on avait une route bien bétonnée, un passage ayant pour objectif que les scooters ou autres véhicules roulants passent pas trop vite et que ça diminue leur vitesse, etc., et qu'on ne se fasse pas renverser par eux, d'autres personnes passent sur le côté. Quand on entend actuellement certaines caisses d'assurance maladie dans certains pays, et puis certainement dans le nôtre à un moment ou un autre, qu'on nous dit que quand on voit des patients ne pas prendre leur traitement, on va leur proposer. Ce qui va se passer, c'est de diminuer le remboursement de leur traitement la prochaine fois. Vous voyez, on a un usage qui dévie de ce qui avait été prescrit, et au lieu de s'interroger sur les causes en disant, mais qu'est-ce qui fait que ce patient, on lui propose quelque chose qui lui permet de prendre soin de lui, et pourtant, il ne le prend pas. Alors, l'hypothèse du patient qui volontairement se ferait du mal ou ne souhaiterait pas contribuer au mieux de sa santé, elle ne tient pas dans beaucoup de cas, quoi. Il y a peut-être des gens chez qui c'est le cas, mais
c'est pas pour la majorité d'entre eux. Donc, quand on a un comportement comme ça, il y a deux choses qu'on peut faire. Soit justement, on dit la prochaine fois, on ne vous rembourse plus, ou on vous rembourse moins. Donc, imaginez, ça serait l'équivalent de construire un mur le long du chemin en disant vous n'avez pas le droit de passer sur le bord, là, il faut passer au milieu. Puis là, donc, on construit un mur. Ou alors, on s'interroge justement et on se dit on rencontre la personne, on rencontre les personnes, puis on essaye de se demander pour quelles raisons ils prennent ce chemin sur le côté, pourquoi ça ne correspond pas à l'usage, pourquoi ils ont plus de plaisir à le faire, etc. Donc, est-ce que déjà, on peut se dire qu'à la fin d'un espace qu'on prend comme ça ensemble pour discuter et puis pour penser ensemble à cette question d'expérience patient, on peut au moins retenir cette idée-là qui est de dire la prochaine fois que vous êtes exposé, la semaine prochaine, dans le mois prochain, à une déviance, à un comportement différent de celui que vous aviez prévu, anticipé et que vous considérez être meilleur, parce que vous avez vos compétences de professionnel, etc., qui sont normales et qui nous disent par l'expérience que certaines choses sont plus désirables que d'autres et plus souhaitables que d'autres. Comment on réagit à ça? Essayez d'être attentif à la manière dont vous allez réagir à ça. Et ce shift, ce changement de posture entre j'essaye de rétablir ou je fais de la rhétorique pour quand même convaincre l'autre que j'avais raison, mais plutôt de se poser la question et de se mettre dans la posture du doute en disant tiens, ça se trouve en fait il a raison, ça se trouve en fait moi je pensais que c'était ça, mais il y a peut-être une forme d'intelligence pratique à aller chercher là-dedans, peut-être pas, et puis dans plein de cas ça sera peut-être pas le cas, mais au moins d'avoir le réflexe par défaut d'interroger cet usage et cet écart d'usage d'expérience par rapport à ce qu'on avait prévu. Je vous ai déjà parlé de la certification, donc j'avais dit il y avait d'autres raisons pour lesquelles s'intéresser à l'expérience patient, pour des raisons normatives ou coercitives, j'ai pas le choix. On va venir m'évaluer sur ces pratiques-là, c'est quelque chose qui est au centre. J'avais même rajouté la recommandation, donc là on n'est pas dans une logique coercitive, mais on nomme les bonnes pratiques. Donc aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé, si vous tapez le nom de cette recommandation-là, à laquelle on a participé, moi j'ai participé avec plusieurs collègues à celle-ci en 2019-2020, vous allez avoir, elle est disponible en ligne gratuitement, vous avez une revue de littérature des principaux impacts de l'engagement des usagers et des manières de le faire. Ça fait genre 192 pages, ça s'appelle l'argumentaire scientifique. Vous avez une synthèse de la recommandation sur la manière de soutenir et d'encourager l'engagement des usagers. Puis vous avez un glossaire de tous les termes qu'on s'est discutés depuis tout à l'heure. S'il y a des mots qui sont encore flous, etc., le glossaire de la HAS associé à cette recommandation, il est assez bien fait pour ça. Et puis vous aurez plusieurs définitions. Je vous en ai parlé, mais là, je vous ai mis les références et elles seront à la fin de la diapo. Donc, quand je vous l'enverrai, vous les aurez. On sait qu'une expérience de soins positive, elle est corrélée à des meilleurs résultats cliniques, à des meilleures sécurités des patients et à une moins grande utilisation des services. C'est pour ça que je vous disais que c'était une question de performance aussi. Même si on est purement utilitariste et conséquentialiste et qu'on ne s'intéresse pas à la dimension politique ou éthique de la démocratie en santé, même si on est purement dans cette dimension-là, il y a quand même tout à fait intérêt à travailler, à recueillir et intégrer l'expérience patient en augmentant le degré d'engagement des personnes concernées. C'est aussi, alors ça je rajoute sur d'autres plans plus personnels ou existentiels pour vous, mais, ou même managériaux, l'avantage de l'ancrage dans l'expérience patient, c'est un garde-fou à la centralisation de la prise de décision. Ça nous aide dans cette logique-là, dans une logique pragmatique, de dire celui qui sait, c'est celui qui fait. Ça nous permet de ramener la prise de décision directement ancrée sur cette expérience-là. Le sens, ça c'est, je vous en ai pas parlé jusque-là, mais honnêtement, je l'ai cité avec l'infirmière. Un des résultats directs les plus puissants que je vois des démarches qui visent à intégrer davantage d'expérience patient, c'est vraiment le fait que quand vous allez passer du temps de qualité à aller travailler sur l'expérience ou rencontrer les gens ou discuter avec les gens, la plupart du temps, ça redonne beaucoup de sens à ce qu'on fait au quotidien. Au bout d'un moment, là, des fois, quand on est 4 sup ou 4 cadres et puis qu'on passe 80% de sa semaine derrière un ordinateur, même si on voit des collègues, etc., de temps en temps, passer du temps vraiment avec des problématiques de patients, non pas dites dans un questionnaire ou entendues dans le pas de la porte et autres, mais prendre le temps de rentrer en relation avec quelqu'un pour creuser ces dimensions-là, ou avec des représentants des usagers ou des patients partenaires qui nous aident à travailler ces dimensions-là, ça donne beaucoup de sens à la pratique. De la même manière que si vous le faisiez dans la sphère citoyenne. Ok. Je regarde juste en même temps l'heure qu'il est. Bah oui, parce que ça avance. Je regarde juste quelles diapos je peux vous montrer un dernier qui sont intéressants. Je vais vous montrer celle-là qui est sur la fin. Je suis mieux en ratio que la dernière fois. La dernière fois, j'avais 80 slides pas passés. Là, je vais être à une ou deux. Donc, quand même, il y a de l'amélioration continue.
Donc, je vous ai parlé, pour les années à venir, gros développement des outils et des indicateurs. C'est poussé à la fois pour deux raisons. À la fois parce que c'est une business, donc il y a plein d'acteurs du milieu privé ou associatif à but non lucratif qui vont se lancer là-dedans. Et pas que pour des mauvaises raisons. Des fois, c'est parce qu'on n'arrive pas à faire avancer au niveau institutionnel, public, ce genre de choses. Donc, des fois, on trouve d'autres endroits où ça va plus vite, où c'est plus flexible, et on arrive à faire avancer de manière tout à fait intéressante des choses qui contribuent bien plus des fois à l'intérêt général à l'extérieur de l'institution publique que dedans. Donc, vous ne voyez pas une critique pour ma part intrinsèque de l'action privée versus une valorisation intrinsèque de l'action publique. Et de la même manière, ce qui est intéressant, c'est que face aux nombreux défis qu'on a, et notamment les problèmes financiers qu'on a dans le système de santé, l'alignement de ce qu'on fait sur les réels besoins des gens est une problématique majeure. Et on est obligé, enfin on voit bien que l'attention va être alignée là-dessus, et dire comment on fait concrètement pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est la bonne chose. Les proms, ils servent vraiment à ça. Les proms, c'est super puissant parce que, juste pour vous dire, quand vous prenez des gens super intelligents pour faire des super spécialités, qui font des trucs super avancés, au bout d'un moment, ce qu'ils font au quotidien, c'est plutôt des activités qui, eux, les stimulent, plutôt que des activités qui servent quelque chose au point de vue collectif. Et on peut comprendre. Si je vous mets dans la main des capacités de décision, des ressources, et que vous êtes quelqu'un d'hyper stimulé et super curieux, bah vous allez utiliser ces moyens, ces ressources et votre capacité d'agir et de décider pour faire des choses assez sympas au quotidien. Après, à quel point ça répond aux besoins populationnels en matière de santé. Donc, tous ces outils-là, ils ont vraiment pour but d'aligner les intérêts de tout le monde en même temps. Autant ceux des cliniciens, des directeurs que des patients. Ce n'est pas juste un centrage sur les besoins des patients. Donc, ça se développe. Je voulais juste finir là-dessus, c'est que dans plusieurs établissements, ça se développe. Aux Hospices Civils de Lyon, on a ce dispositif dont je vous ai parlé, donc qui comprend une équipe de 5 personnes. On a le directeur qualité de tous les HCL, on a la directrice adjointe, qui est aussi directrice du pôle de santé publique. On a l'unité transversale d'éducation thérapeutique qui est sur l'échelle du territoire. On a la chargée de relations avec les usagers de tous les HCL et on a la patiente coordinatrice qui est en lien avec tous les patients partenaires des HCL et moi en chargé de mission sur l'intégration de l'expérience patient et du partenariat. À Rennes, on essaye une version alternative. On essaye de faire en sorte qu'au lieu d'avoir une seule entité dans une direction, comme c'était compliqué politiquement et organisationnellement de mettre ça au même endroit, on a juste essayé d'identifier qui, dans le CHU et même au niveau régional, en termes de soutien, travaillait sur l'expérience patient. Et on essaye de mobiliser tous ces gens-là autour d'un collectif qu'on a appelé le Centre de ressources sur l'expérience patient et le partenariat usager. Et si vous regardez, ça fait crêpe. Bon, c'est juste pour vous dire, c'est pour ça, on est en Bretagne. Il y a le choix de centre de ressources, on aurait pu l'appeler autrement, mais c'est la raison pour laquelle il s'appelle comme ça. Et c'est une version alternative intéressante quand vous ne réussissez pas dans l'institution à mettre tout le monde ensemble dans une direction. Bah vous pouvez quand même dire on se monte ce collectif-là avec une adresse unique, comme un bureau, un guichet unique, et tout professionnel de notre établissement qui se pose une question sur l'expérience et le partenariat patient, il écrit à cette adresse, ça nous arrive à tous dans le collectif, et là on regarde si c'est mieux, si c'est l'UTEP, la direction qualité, le CAPS Bretagne, etc., qui s'occupe et qui va accompagner le projet. Donc ça, c'est une alternative que moi, personnellement, parce que je suis impliqué pas mal, je trouve intéressante et qui en tout cas fait sens parce que des fois, l'institution ne va pas aussi vite que nous et on n'a pas ce genre comme aux HL où là, on a une belle convergence, les astres sont alignés, on y arrive. Il y a aussi à la PHM, donc à Marseille, un bureau de l'évaluation de l'expérience patient qui est au service d'évaluation médicale et une direction de l'expérience patient qui a été créée à la PHP il y a 1 an et demi et où il y a une directrice qui s'appelle Marion Lanly, qui est une patiente également, qui travaille là-bas au déploiement avec Thomas Sagné également, qui est un patient partenaire assez connu en France et un représentant des usagers à la PHP qui le diffuse là-bas. Donc, à l'AP, pour l'instant, c'est donc si les professionnels de la PHP ont une question sur l'expérience patient en partenariat, ils contactent la directrice de l'expérience patient, c'est très ciblé et très personnalisé. Et donc après, il y a un accompagnement méthodologique. Et le dernier, c'est pour vous dire que ceux qui s'intéressent au sujet en France aujourd'hui, il y a vraiment un nombre assez important de formations universitaires qui ont émergé ces derniers temps. Aujourd'hui, il y a 7 DU qui ont émergé à 7 sessions juste sur le partenariat avec les patients. Donc, il y en a un faculté de médecine de Brest et Rennes qu'on a monté, un à Nantes, un à Montpellier, Nice, Lyon, Nancy et un l'UPEC, l'Université Paris-Est-Créteil. Donc, ceux qui s'intéressent au sujet, qui ne trouvent pas de partenaire ou d'alliés à l'intérieur de leur établissement et qui souhaitent se donner un espèce de temps formel, un accès à des gens qui connaissent le sujet pour le travailler en profondeur dans un travail de session de mémoire, de master ou de DU,
il y a des endroits pour ça qui existent aujourd'hui. Et il y a aussi des communautés de pratique à l'échelle régionale ou nationale pour des gens qui s'intéressent à ça. Genre en Bretagne, nous, on a monté une communauté de pratique territoriale où des professionnels comme des patients qui s'intéressent au sujet se réunissent une fois tous les 2-3 mois pour partager leur retour d'expérience et surtout pour monter des outils ensemble, pour essayer de les déployer. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui émerge et les ressources qui existent. Merci. Je vais reprendre la lecture des questions. Pour la suite, n'hésitez pas dans l'auditoire à lever la main si vous voulez poser directement à l'oral vos questions, ça donnera un peu plus d'interaction. Alors, on avait une question de Laurent. Quelle est la place du digital dans le recueil des données et des entretiens patients? Alors, pour l'instant, très peu. Pour l'instant, très peu, mais vous vous doutez bien que c'est en croissance importante. Moi, je déclare un conflit d'intérêt. Je suis sur le board d'experts d'une boîte qui s'appelle Entends-moi, justement, et qui travaille là-dessus. Donc, prenez ce que je vous dis avec le biais subjectif que je suis sur le board d'experts, donc ça fait sens pour moi. Entends-moi, ils sont partis d'un mémoire fait par Guillaume Rousson, qui est un kiné libéral qui a fait son master aux HL dans notre équipe, en fait, sur l'expérience patient, et une Marion Cubresi, qui a fait sa thèse aux HL en ingénierie computer science, je ne sais pas comment on dit en français, et qui en fait, ils ont développé un traitement automatique du langage sur tous les retours d'expérience qualitatifs. Et en fait, ils font un pré-codage. En fait, ils travaillent le codage de manière à ce qu'en gros, on vous sorte du qualitatif tous les mots qu'on sait qui sont reliés à des variations de l'expérience patient. Donc justement, ça permet de filtrer en disant « Ouh, là, il y a un mot où tu sais que quand ça ressort dans tes verbatims, on a vu que c'était corrélé à soit un très haut levier d'amélioration de l'expérience patient, soit un levier très bas de dégradation de l'expérience patient. » Et donc, ils sont capables de dire à la PHP, vraiment, nous, on prend vos 100 000 verbatims, et puis en fait, on vous dit dans chaque service ou dans chaque pôle, quels sont les éléments sur lesquels vous devez travailler en priorité, parce que soit ils vont vous permettre d'améliorer grandement l'expérience patient, soit ils vont la dégrader grandement. Donc ça a une grosse valeur ajoutée pour les établissements qui clairement veulent ça parce qu'ils ne savent juste pas quoi faire avec déjà le peu qu'ils recueillent d'expérience patient, déjà ils ne savent pas quoi en faire. Donc effectivement, il y a plein de... Et il y en a d'autres qui essayent sur le même terrain. Donc là, je vous ai donné celui-ci parce que je le connais plus intimement. Mais ces solutions digitales sont la seule solution pour faire ça à l'échelle, en fait. Si elles sont mixées avec une partie quali, encore une fois. Sinon, vous allez devoir choper beaucoup trop de données. Le temps de traitement et l'énergie de traitement des données ne sera pas rentable par rapport à la valeur ajoutée générée. Donc, le quali en amont permet vraiment de centrer les efforts du quanti derrière. Voilà. Alors, question suivante. Selon vous, y a-t-il des freins à intégrer nos représentants des usagers dans l'évaluation de l'expérience patient? Des freins, non. Des freins, non. Par essence, non. Après, c'est contextuel. Si vous vous retrouvez dans votre établissement avec genre 4 représentants des usagers avec qui c'est très très compliqué, qui sont en mode pas du tout constructif, avec qui tout le monde s'engueule à l'hôpital et que personne n'a envie de travailler avec eux, et que vous voulez porter un projet innovant sur l'expérience patient, vous vous doutez bien que les mettre autour de la table, ça va peut-être pas vous aider. Parce que déjà, vous essayez de rendre ça sympa et de montrer aux autres que c'est quand même un projet, que c'est pas si compliqué l'expérience patient, que c'est un travail coopératif, etc., que vous allez arriver avec des gens qui ne le sont pas. Bon, ça va être compliqué. Donc, c'est pas par essence qu'il ne faut pas le faire. Je vois pas de défi en tant que tel. C'est plus une question personne dépendant et condition dépendant. Quand il y a des comportements inadéquats, pour moi, c'est toujours une raison d'environnement la plupart du temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les gens ils n'arrivent pas à avoir du dialogue avec la direction, ou même dans leur vie professionnelle, s'ils n'en ont pas eu, bah, ils arrivent un peu... ils ont pris l'habitude de considérer qu'on va leur mentir, qu'on va les instrumentaliser, qu'on leur cache des choses. Bon, bah, ils arrivent, au bout d'un moment, ils agissent comme ça. Donc, au-delà des individus comme essence, ils arrivent souvent avec ces caractéristiques. Donc, pas de freins principaux, des freins contextuels. Et si c'est le cas, identifier des acteurs complémentaires, comme des patients intervenants dans l'éducation thérapeutique. Donc, vous allez voir votre UTEP et autres et vous allez en trouver. Des pères aidants dans les services. Donc, des gens qui savent déjà coopérer avec des professionnels de santé.